midi sur Europe 1. Laurent Frémont, vous êtes dans le studio avec nous. Vous êtes maître de conférences en droit constitutionnel à Sciences Po, fondateur du collectif Tenir ta main. Vous avez signé une tribune dans le JDD dimanche à propos de cette loi sur la fin de vie. On vous a invité ce matin dans le studio d'Europe 1 pour comprendre ce qui s'est passé hier au Sénat, ce coup de théâtre avec la loi sur la fin de vie. Que s'est-il passé et est-ce que cela va vraiment changer quelque chose ? Bonjour. Bonjour Christine. Je dirais que c'est un coup de théâtre parce que non seulement le principe même du texte a été rejeté, mais en plus les sénateurs ont pu le réécrire très largement en répondant finalement aux questions que posait ce texte. C'est quoi ? C'est la peur de souffrir, la peur de mourir seul. Et donc ils ont remplacé le texte qui était prévu par les députés par des dispositifs qui renforcent l'accompagnement, qui renforcent la discussion en fin de vie, qui renforcent les droits des patients. Et donc c'est un peu une double victoire pour une certaine conception du soin ou même de la vie. C'est-à-dire que non seulement ce geste létal qui était prévu, non seulement dans notre droit, mais en plus dans notre code de la santé publique, a été supprimé par les sénateurs et en plus remplacé par des dispositifs qui potentiellement pourraient permettre aux personnes de mieux vivre leur fin de vie. Comme quoi c'était possible. Que va-t-il se passer maintenant ? Laurent Frémont, maître de conférences en droit constitutionnel à Sciences Po. Alors, donc le texte a été réécrit hier en séance publique. Il faut encore qu'il soit adopté mercredi prochain par les sénateurs. Et après, il reviendra à l'Assemblée à partir du 16 février. Il reviendra à l'Assemblée à partir du 16 février. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait changer pour faire évoluer le texte ou bien uniquement avec ce qui a été voté hier, ça permet déjà effectivement de protéger la vie, en fait, à l'heure où on valorise la mort. En fait, on arrive à un stade maintenant où on n'a plus vraiment besoin de loi, mais vraiment besoin de bras, besoin de moyens pour les soins palliatifs, pour l'accompagnement psychiatrique, pour les EHPAD, etc. Et donc, il y a vraiment une folie en France qui consiste à vouloir toujours légiférer. La dernière loi a moins de 10 ans sur le sujet, sachant que c'est quand même un sujet grave. Et donc, s'il n'y avait pas cette pression politique, s'il n'y avait pas cette priorité pour Emmanuel Macron, je pense que ce texte n'aurait même pas dû voir le jour. Et donc, s'il y a une priorité aujourd'hui, c'est bien de mettre les moyens pour un accompagnement digne des personnes en fin de vie et surtout des personnes vulnérables, isolées, handicapées, âgées. Vous parlez de pression, vous parlez de priorité d'Emmanuel Macron. Comment vous comprenez ? Non mais c'est vrai, comment vous analysez cette priorité à l'heure où les agriculteurs attendent des réponses, à l'heure où l'éducation nationale attend des réponses, à l'heure où on voit des enfants qui sont victimes du harcèlement scolaire et qui se suicident, etc. À l'heure où on voit que les Français demandent une diminution de la dette. Alors on voit effectivement que les Français demandent une diminution des taxes. Non, la priorité, c'est justement cette loi sur la fin de vie. On mobilise un débat parlementaire pour ce texte. Comment vous expliquez ça ? Je dirais Laurent Frémont sur Europe 1. Je dirais qu'il y a déjà un élément très, très concret qui est que Emmanuel Macron arrive à la fin de ses 2 mandats et qu'il a besoin d'avoir une forme d'héritage. Et donc c'est un texte qui, entre guillemets, serait facile à faire passer, qui coûte pas cher, qui peut même rapporter de l'argent. Il est prêt à utiliser le référendum. Tout à fait, il est prêt à associer les Français, ce qui serait, je pense, une bonne chose. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une pression de fond, une vague de fond depuis des décennies. Il y a des associations qui sont très, très puissantes, très structurées, qui ont beaucoup de relais médiatiques et des relais politiques. Et pour qu'il y ait un vrai objectif idéologique qui est finalement une forme d'émancipation radicale, c'est-à-dire que chacun devrait pouvoir choisir le moment de sa mort. C'est la philosophie qu'ils défendent, avec beaucoup de persévérance, il faut le reconnaître. Et donc, ils avancent peu à peu jusqu'à leur objectif avec une certaine efficacité. Alors que chacun pourrait peut-être choisir de vivre, tout simplement. Olivier, vous nous appelez d'Île-de-France, vous dites que c'est une bonne chose, mais que c'est une toute petite victoire. C'est ça, Olivier ? Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour Madame Cluzel, Monsieur Tegner et Monsieur Frémont aussi. Merci. Bonjour Olivier. Et je suis très très heureux que vous me donniez la parole. Effectivement, c'est une petite victoire à laquelle je ne m'attendais pas, mais il ne faut pas se leurrer. Elle va revenir à l'Assemblée et on va revenir assez vite, probablement au texte initial. Donc il faut continuer de faire valoir ces arguments. Alors en fait, je voulais témoigner parce que je suis moi-même assez proche de ces sujets. J'ai 62 ans, je suis marié, je suis père de 2 grands garçons. Et ce sujet me touche personnellement parce que je suis moi-même
administrateur bénévole dans un EHPAD en région parisienne. Comme bénévole, je rends visite à beaucoup de résidents. J'essaye de donner de mon temps avec d'autres pour rompre la solitude de nos aînés. Et c'est vrai que nous sommes parfois confrontés à la souffrance, à l'usure de la vie, à la perte progressive des facultés physiques et intellectuelles. Donc Et vous je êtes peux vous dire que témoin de ces personnes qui seraient éligibles effectivement à la fin de vie. Vous accompagnez, vous les voyez, vous êtes bénévole dans un EHPAD. On va marquer une pause. Notre auditeur qui témoignait au 01 80 20 39 21. Il s'appelle Olivier. Olivier nous disait qu'il était bénévole dans un EHPAD et il est témoin de la fin de vie de certains Français et vous vouliez un peu témoigner de ce qu'ils vous disent, de ce que vous voyez au quotidien, Olivier. oui. Alors, dans les visites que je fais, parce qu'on a dans les EHPAD des résidents qui sont de plus en plus âgés et donc de plus en plus atteints par des déficiences, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Et je vous cache pas que j'entends parfois des résidents qui me disent mais à quoi bon et qui même expriment le soin de mourir. Mais en fait, quand on creuse un peu et quand on discute avec elles, elles lancent un appel au secours pour calmer leur douleur quand elles ont une souffrance physique ou pour rompre la solitude, pour être entourées. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas, la vie n'est pas très facile. Et je peux vous témoigner qu'à chaque fois qu'on porte un peu d'attention, que l'on parle, que l'on prend la main, les gestes physiques sont très importants. Eh bien, la personne en souffrance est réconfortée, elle est apaisée, et c'est pour nous, d'ailleurs, les bénévoles, aussi ça nous apporte énormément. C'est en fait un service on donne de son temps, mais les personnes que l'on rencontre nous apportent énormément. Donc Voilà. vous dites effectivement que c'est une toute petite victoire, ça reste une victoire qui s'est passée au Sénat, il faudra suivre à l'Assemblée nationale effectivement ce qui se passe sur le texte sur la fin de vie, et vous dites que comme vous êtes un bénévole dans les EHPAD, vous êtes témoin du fait effectivement que c'est plutôt un appel au secours. Bien souvent les gens ont besoin d'attention, ont besoin de soulager leur souffrance, ont besoin de rompre l'isolement. Merci infiniment d'avoir témoigné, Olivier, qui nous a appelé d'Île-de-France, sur ce désir de mourir qui n'en est pas un finalement. Merci. Je reviens vers vous, Laurent Frémont, maître de conférence en droit constitutionnel à Sciences Po, fondateur du collectif Tenir ta main. Qu'est-ce que ce collectif Tenir ta main ? En fait, c'est un collectif qu'on a créé pendant le Covid, quand les personnes en fin de vie, que les patients et les résidents d'EHPAD ne pouvaient plus être visités par leurs proches. Et notamment ne pouvaient plus être entourés lors de leur départ. Et donc, on a recueilli 10 000 témoignages quand même de gens qui ont été traumatisés par ces situations. On a réussi à faire évoluer la loi, donc maintenant ce genre de situation ne sera plus possible. Et depuis quelques années, maintenant, on est engagé sur la question de la législation sur la fin de vie, en considérant encore une fois que c'est pas avec une solution expéditive comme une piqûre létale qui va empoisonner quelqu'un en quelques secondes qu'on va aider à accompagner la fin de vie, mais plutôt, comme disait Olivier, par une présence, par une attention à l'autre. Éric Tegner, Gabriel Cluzel, est-ce que pour vous c'est une toute petite victoire ? Est-ce que c'est une vraie volte-face ? Est-ce que ça prouve que peut-être des voix ont été entendues ? Comment vous analysez le fait que le Sénat ait supprimé justement ce texte qui crée l'aide au droit à mourir ? Très honnêtement, pour moi, c'est une très belle victoire. Ça, il faut être capable de voir les choses de façon positive quand ça arrive. On s'en plaint suffisamment. C'est une très belle victoire parce qu'on était plutôt déçus ces dernières semaines de voir que le Sénat allait valider, que tout avait l'air fait et que, comme le disait Laurent Frémont, en face, ils ont des associations qui sont au combat depuis des décennies, qui sont aidées, qui sont financées, qui sont présents partout dans les ministères, au Parlement, etc. Et que, je dirais, du côté de ceux qui luttent contre l'euthanasie, eh bien, ce sont des associations récentes, comme en effet Tenir ta main. Donc, c'est ça qui est important. Je trouve aussi que c'est le résultat d'un combat également médiatique. On voit comment Philippe de Villiers s'est battu aussi, à la fois dans le JDD, sur CNews, comment également Christine, vous sur la question de l'euthanasie, Michel Houellebecq, en effet, dans le Figaro. Et c'est important parce que je pense, et on en avait parlé ensemble aussi, Christine, vous avez l'impression de prêcher dans le désert, c'est-à-dire de se dire, peut-être qu'on devrait en faire plus, est-ce qu'à un moment c'est utile, est-ce que voilà, oui, parce que dans le fond, l'euthanasie, c'est intéressant, c'est ce qu'ont dit les sénateurs, ce n'est pas un parti pris partisan.
il y a des positions différentes, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Ce qui compte, c'est d'avoir la liberté de voter. Et c'est l'énorme problème sur les questions de sociétales, c'est qu'en fait, on met toujours une chape de plomb. On cherche à vous stigmatiser si vous êtes contre toute loi qui serait vue comme progressiste, alors qu'il faut permettre le débat. Ce débat qui a été quand même un petit peu tué au début. Et donc moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Permettre le débat. Dans un instant, on parlera de la SNCF, toute autre chose, mais il y a peut-être un lien quand même, ce qui ouvre quand même, qui lance une offre Optimum dans les TGV à 100 enfants. On parlera de ce sujet, on parlera aussi de la gauche est-elle raciste. Appelez-nous si vous voulez réagir. Mais d'abord, on termine sur ce sujet sur l'aide à mourir, qui a été supprimé au Sénat. Et Gabriel Cluzel, est-ce que pour vous, effectivement, c'est une petite victoire, que peut-être que les députés vont revenir sur le texte, ou bien il y a peut-être quelque chose qui a changé? On a peut-être commencer à entendre une voix différente. Écoutez, moi je trouve que c'est presque un petit miracle, parce que pour tout vous dire, je pensais vraiment que c'était plié tout ça, vous voyez. Et d'ailleurs, je sais pas, je regarde cette loi, elle n'arrive pas à passer. Elle n'arrive pas à passer. Il y a des rebondissements politiques, l'Assemblée, le changement d'Assemblée, le gouvernement qui bouge. Je ne sais pas. Elle porte la poisse, cette loi. C'est une loi maudite, oui. Voilà, c'est une loi maudite. Et vous voyez, je crois que, je sais pas, moi, au fond de moi, je me dis que c'est pas neutre. Alors, à partir de lundi, on va examiner le texte sur les soins palliatifs. Et je me dis, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Exactement. Enfin, comment peut-on savoir si les gens ont vraiment envie de mourir avant qu'on ait mis en place les soins palliatifs pour tout le monde? C'est le premier droit. Moi aussi, comme je connais un tout petit peu, sans doute moins que ce monsieur, mais l'univers des EHPAD, d'ailleurs, je dois dire, parce qu'on les a beaucoup critiqués. Il y en a qui s'occupent de façon extrêmement digne des personnes âgées, avec des gens dévoués. Beaucoup de femmes, ça a été dit l'autre jour, vous savez, et c'est vrai, vraiment, je me dis, mais quel dévouement avec des gens qui ne sont pas de leur famille. Et je me dis, mais ce qui leur reste, ce qui les rend sacrés, enfin, ce qui les rend, ce qui est leur force, c'est leur vie, c'est leur restant de vie. C'est vrai qu'ils ont un corps délabré, c'est vrai que parfois ils ont perdu la tête, c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais c'est la vie. Et je me dis, mais de remettre ça en cause, c'est gravissime. Mais voilà, donc je suis quand même assez touchée par cette nouvelle. Alors on peut peut-être parler simplement du plan politique, c'est comme un camouflet pour Emmanuel Macron, il faut bien le dire, puisque c'était la chose qu'il avait promise au moment de ses vœux. Vous vous souvenez? Tout le monde d'ailleurs a un peu glosé là-dessus, parce que normalement on souhaite la bonne santé, nous a souhaité un bon décès, vous voyez. Ça veut pas passer. Ça veut pas passer, ça lui résiste. Donc je pense que pour lui qui voulait laisser sa marque, comme monsieur l'a dit, eh bien ça doit être compliqué de le digérer. Alors peut-être un dernier mot, Laurent Frémont, maître de conférence en droit constitutionnel à Sciences Po, dans la tribune que vous avez signée dans le journal du dimanche, vous dites par exemple qu'une société qui commence à organiser la mort de ses membres les plus vulnérables cesse peu à peu de croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine. Vous dites, lorsqu'une communauté politique consacre tant d'énergie à se montrer plus soucieuse d'organiser la fin que d'assurer les conditions d'une vie digne jusqu'au bout, c'est que sa capacité à penser le bien vivre s'est affaiblie, voire effondrée. Oui, il faut rappeler que la loi, c'est un message collectif. Avec l'Assemblée nationale, avec le texte d'Olivier Fahlorny soutenu par Emmanuel Macron et le gouvernement, on passait sur un message d'abandon qui est finalement, si une personne demande la mort, elle doit l'obtenir, c'est un droit garanti par l'État. Et donc, ce qu'ont fait les sénateurs, ça montre qu'il n'y a rien d'inéluctable. Ça montre qu'on peut promouvoir une autre vision de la vie, du soin, et qu'on peut continuer à promouvoir une société de solidarité qui continue à être là, à accompagner tout simplement les derniers jours de la vie. Et donc, ça montre bien que la mobilisation peut compter. Et donc, rien n'est joué, encore une fois, puisque vous savez que les députés ont le dernier mot. Mais rien n'est joué, mais ça montre bien qu'il faut continuer maintenant à interpeller les sénateurs et les députés. Merci infiniment.